on vous dit tout. Justement, si je vous dis les filles du mercredi, ça vous dit rien? Le ton des mobylettes? Ou alors, j'ai encore rêvé d'elle. Ça y est, vous y êtes, amis auditeurs. Oui, vous y êtes. Je parle bien du groupe Il était une fois. Je suis allé à Paris chez Richard David, chanteur, auteur, compositeur pour le groupe Il était une fois. Et c'est autour d'un café que nous avons parlé pendant 1 heure. Direction Paris avec Richard, totalement star. On va vous faire rêver. Bonjour Richard. Bonjour à vous. Eh bien, écoutez, le mot star, moi, je ne sais pas trop bien ce que ça veut dire. Je ne suis jamais pris pour une star, hein. Je remercie le ciel tous les jours d'avoir fait une si belle chose avec Il était une fois pendant 8 ans. Ça a été merveilleux. J'étais le compositeur attitré de toutes les musiques et je chantais évidemment avec Joël qui, bien sûr, est au paradis maintenant depuis 1982. Oui, Mais elle est toujours restée dans mon cœur. Et puis, on va en parler. voilà, bon, voilà. Donc, je ne suis pas une star, hein, je suis un musicien, on va dire comme ça, un artiste, voilà, on va dire comme ça. D'accord. En tout cas, Richard, merci de m'accueillir chez toi pour Totalement Star. Alors, Richard, tu es né le 13 juin, donc tu es Gémeaux. On est bien d'accord, tu es Gémeaux. Et à 9 ans, suite à un déménagement, tu hérites d'un piano. Tu joues déjà de la batterie. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ta jeunesse un petit peu? Ça s'est passé comment tout ça? Eh bien, écoute, j'ai eu la chance d'avoir des parents et une famille très affectueuse, on va dire. J'ai eu une mère extraordinaire, un papa qui aimait pas trop la musique, si tu veux. Et un jour, oui, quand j'avais 9 ans, il y a une de nos voisines qui déménageait et le piano était trop important pour l'emporter. Elle nous l'a offert, quoi. Et moi, tout seul, dans mon coin, pendant des mois, des années, j'ai pianoté tout seul. J'ai appris un petit peu à plaquer les accords, à jouer des petites chansons. Les voisins ont été sympas. J'habitais à Colombes à l'époque dans un HLM avec ma mère, mes 2 frères. Bon, enfin, ouais, je passe tout ça. Les années ont passé, j'ai commencé à faire des groupes, hein. Le premier groupe, j'avais 15 ans. Mhm. Toujours avec Serge Collen, qui est devenu par la suite le parolier du groupe Il était une fois, qui est un ami d'enfance. On était en colonie de vacances quand on était tout petit à Colombes. On est parti un peu partout. Et puis, et puis on a fait notre premier groupe. On s'appelait les Maurice, voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Et Mhm. avant que les Beatles arrivent, débarquent, quoi. Donc, C'était en 62, je crois. ouais, voilà, donc. Et un Ouais. jour, les Beatles sont arrivés, quoi. C'était comme des extraterrestres pour nous, parce que une musique tellement extraordinaire, nouvelle et tout. On était à l'Olympia en 1963. Hein, Ouais. il y avait Sylvie Vartan et Trini Lopez. Ouais. Et donc, la pauvre Sylvie Vartan, tout le monde voulait voir les Beatles, donc ça commençait là. Et l'année d'après, on était au Palais des Sports à Paris en 64 ou 5, je sais plus. Enfin, du coup, on s'est appelé les Beatles. Ouais. Tout d'abord, C'est P-E-A-T-L-E-S, Ouais. mais c'était trop. Pour faire plus franchouillard, on s'est appelé les Beatles, P-I-T-U-L-S. Et donc, on faisait que du Beatles, quoi. Voilà, du Beatles. On faisait le tremplin du Golf Drouot à l'époque, tous les 15 jours, et on remportait toujours ces trucs. Et on était invités dans plein de soirées privées, dans les fêtes de grandes écoles, dans les bases américaines qui étaient encore établies en France à l'époque. Enfin, on bossait beaucoup, quoi. Ouais. Ensuite, le parcours a changé un petit peu. On s'est mis au rhythm and blues, hein, au R&B, on dit maintenant. On a engagé Jacques Mercier, qui est devenu plus tard notre chanteur. Voilà, il avait une voix très très black, et on a fait des tournées avec les Moody Blues, avec des gens comme ça. On a fait l'Olympia, tout ça. Et puis on a accompagné Charles Trenet pendant une année entière. Voilà, c'était extraordinaire qu'un bonhomme comme ça fasse appel à nous, quoi. Mhm. Et puis bon, de fil en aiguille, on a changé de nom plusieurs fois. On s'est appelé les Corsaires, les Bandits donc. Enfin bon, et puis les Jelly Roll, on avait connu Polnareff à l'époque où il était encore beatnik sur les marches de Montmartre. C'est pas une légende. Ouais, c'est ça. Et Mhm. nous, on accompagnait sous le Moulin Rouge. Il y a une boîte qui existe toujours qui s'appelle la Locomotive. Mhm. Et nous, on était l'orchestre, si tu veux, un peu comme la Starac. On accompagnait, ou n'oubliez pas les paroles de Nagui. Voilà, on accompagnait tous les. C'était un crochet, on appelait ça comme ça. Il y avait des filles, des garçons qui venaient chanter leurs trucs et il y avait une espèce de petit concours. Bon. Et un jour, Polnareff, qui était absolument inconnu, a gagné le concours, ex aequo avec Moustique, qui était un chanteur de rock à l'époque. Voilà. Et des années après, Michel est devenu de plus en plus important, la poupée qui fait non, puis c'est devenu vraiment une star internationale, hein. Et il a fait appel à nous des années après pour qu'on l'accompagne.
On a fait une audition chez lui à Neuilly. Il avait un espèce de triplex monstrueux il y avait son Harley Davidson dans le salon, un grand piano Steinway et tout. Et on a répété, on a monté tout le matos, la sono, la batterie, les amplis. Ouais. Et puis ça a collé tout de suite entre lui et nous. Et ça a été 2 ans et Le demi. courant est passé tout de Oh là suite. là, formidable. Ouais, ouais, C'était, ouais. on avait le même âge, donc on était les musiciens de rock'n'roll au départ, donc ça collait tout à fait avec lui. On est resté, je te dis, 2 ans et demi. On a fait des tournées à travers l'Amérique du Sud, le Japon, l'Europe entière. Enfin, c'était extraordinaire. Ouais. Ça, c'est vraiment une période de ma vie de musicien où vraiment c'était vraiment génial. Et puis ensuite, bon, Michel est tombé gravement malade, il y a eu des problèmes, voilà, cure de sommeil, toutes les tournées ont été abandonnées, on s'est retrouvés à la rue, quoi, on était, voilà, il avait tout arrêté. Donc, Serge, on a rencontré d'ailleurs Joël grâce à Michel, hein, je le dis. Je crois que c'était à Saint-Tropez. Voilà, il me voilà. semble. Ouais, Donc, ouais. on était en Mm, tournée mm. avec Paul Naref. Il venait d'acheter une voiture, une Mustang décapotable blanche, je me souviens, avec les sièges en cuir rouge. Et il nous prête sa bagnole, parce qu'il nous prêtait tout. Donc, après avoir fait la balance avant le spectacle du soir, on va faire un tour sur le port de Saint-Tropez. Maintenant, on ne peut plus, mais à l'époque, on pouvait encore. Et voilà, on jouait les frimeurs et tout. Et à la terrasse du Gorille, un troquet qui existe toujours sur le port de Saint-Tropez, il y avait parmi les clientèles Joël et sa sœur Dominique. Et voilà, et puis les espèces de dragueurs que nous sommes, Ouais. on s'est précipités. C'est vrai Alors, qu'elle était belle. en plus. donc Serge a craqué complètement sur Joël et vice-versa. À l'époque, elle avait 16 ans, hein, et sa sœur Ouais. 15 ans. Hein. Ouais. Mais bon, voilà, il y avait une espèce de miracle comme Voilà, ça. voilà. On a croisé la route de cette Coup fille. de foudre. Incroyable, incroyable. Donc, quelques mois après, son père l'autorisait à venir vivre avec Serge à Colombes, hein, où il vivait avec sa mère. Voilà, moi j'habitais aussi Colombes. Et tous les trois, Joël, Serge et moi, on a essayé de faire un trio, quoi, genre Peter, Paul and Mary, tu vois, genre, voilà. Puis ça manquait quand même d'une basse, ça manquait d'un clavier, ça manquait Ouais. d'une guitare. Donc on a fait appel à des copains. Lionel Gaillardin, qui habitait Colombes, donc est venu se joindre à nous. Il y avait Loulou, qui accompagnait Monty quelques années auparavant, qui est venu au clavier. On a changé plusieurs fois de bassiste, hein, mais enfin bon, on a formé un vrai groupe, quoi. Ouais. Et puis, la Maison des Jeunes de Colombes nous a prêté le théâtre toutes les nuits pour répéter comme des malades. On a fait des maquettes qu'on a présentées chez Pathé Marconi à l'époque. Et Ouais. tout de suite, on nous a signé pour un album. Ouais. Miracle. Miracle. Bon, Ouais. alors miracle non, parce que on avait enregistré 9 titres. Il en fallait 10, il en manquait un. C'était très pop ce qu'on faisait. Hein. C'était très influencé par les groupes californiens, par les Pink Floyd, tout ça. Bon, c'était pas très commercial, c'était rock'n'roll, mais enfin bon. Et il manquait un titre. Donc moi, j'avais une petite chanson que j'avais composée tout seul, paroles et musique, qui s'appelait Rien qu'un ciel. Je l'avais composée à Colombes, d'ailleurs, sur le piano dont je vous ai parlé au départ. Ouais. Et puis, je comptais l'enregistrer tout seul, quoi, parce que les groupes, j'en avais tellement fait. Il était une fois, c'était un groupe de plus, quoi, on va dire. Hein. On pensait pas une seconde que ça fonctionnerait comme ça, quoi. C'est dingue. Ouais. Donc, on a collé Rien qu'un ciel qu'on a enregistré en moins de 4 heures. Voilà, il y avait... À l'époque, les studios, il y avait 8 pistes maximum. Hein, c'était vraiment... Mais voilà, on l'a mis sur l'album et tout de suite, les radios ont accroché. Ouais. Entre autres, on avait été engagé à Saint-Tropez, au Voum Voum, pour chanter pendant 2 mois et demi, là. Et on entendait notre chanson sur RMC, quoi, tous les jours, plusieurs fois par jour. C'était devenu une scie, quoi. On était verts, on n'en revenait pas, quoi. Ouais. Et donc, après le Saint-Tropez, on est rentré à Paris et là, il y avait un planning d'enfer qui nous attendait, les photos, les premières télévisions, La les presse, radios, ouais, incroyable, ouais. incroyable. Donc, c'est parti comme ça, quoi. Donc, du coup, moi, j'ai été propulsé compositeur attitré du groupe, voilà. Ouais. Il a fallu que je bosse comme un malade, mais j'aimais ça, donc s'en est suivi Les Filles du Mercredi, c'est le deuxième Ouais, titre, voilà, voilà. ouais. Et à chaque disque qui sortait... C'était le carton. Incroyable. Alors, Ouais. heureusement que Joël était là, parce que c'était un peu notre Mick Jagger à nous, si tu Ouais. veux. Hein. Ouais. Je suis sûr que si elle n'avait pas été dans le groupe, non seulement ça aurait peut-être jamais marché, parce qu'elle était vraiment plus qu'importante. Hein. C'était vraiment la leader du groupe, une fille adorable qui avait tout compris, très médiatique. Elle avait un charisme vraiment hors du commun. C'est vraiment un amour. C'est vraiment, ouais, franchement, hein, Joël.
Petite pause musicale sur RPL 99 FM. Vous êtes avec Dimitri pour Totalement Star. Et aujourd'hui, comme vous l'entendez en ce moment sur votre radio, nous sommes allés à la rencontre de Richard Davids, chanteur du groupe Il était une fois. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Si vous êtes à table, je vous souhaite un très très bon appétit. Les filles du mercredi sur votre radio, c'est tout de suite, c'est maintenant, Il était une fois. Cheveux bruns entremêlés jusqu'à midi. Les filles du mercredi ont délaissé leur poupée. Cheveux bruns, cheveux blonds jusqu'à midi entremêlés. Nathalie va prendre un bain, elle fait des bulles de savon. Véronique chante une chanson. Patricia coud des fleurs sur son pantalon. Julie ne fait rien et c'est très bien. Les filles du mercredi sont toutes restées dans le lit. Avant c'était cheveux longs, cheveux bruns entremêlés jusqu'à midi. Les filles du mercredi ont délaissé leur poupée. Cheveux bruns, cheveux blonds jusqu'à midi entremêlés. Marie-Pierre devant sa glace découvre qu'elle est jolie. Sophie téléphone à Sylvie. Caroline doit sortir avec un garçon. Julie restera à la maison. Les filles du mercredi sont toutes restées dans le lit. Avant c'était cheveux longs, cheveux bruns entremêlés jusqu'à midi. Les filles du mercredi ont délaissé leur poupée. Cheveux bruns, cheveux blonds jusqu'à midi entremêlés. Les filles du mercredi sont toutes restées dans leur lit. Cheveux longs, cheveux bruns entremêlés jusqu'à midi. Les filles du mercredi ont délaissé leur poupée. Cheveux longs, cheveux blonds jusqu'à RPL, de 5h à 17h sur le 99 FM et 24h sur 24 sur le www.rpl99fm.com. RPL, l'autre radio. Dimitri, Totalement Star, j'adore. Mais non, mais on l'a Serge et moi, on l'a découvert beaucoup longtemps après, quoi. Ouais. C'est-à-dire que Serge lui a dit pour rigoler le jour même à Saint-Tropez, est-ce que vous voulez m'épouser ? Elle a dit oui. Et comme elle avait des parents très libéraux, hein, son père était diplomate à l'UNESCO, c'était un Danois, donc Joël avait la triple nationalité française, danoise, et elle est née à New York, donc ses parents ont permis à Joël de monter à Colombes et de vivre avec Serge, donc eh bien, on ne savait pas. Puis un jour, elle a pris la guitare, elle a commencé à chanter du folk, on était verts, on ne savait même pas qu'elle savait chanter. Et donc voilà, on s'est dit, mais attends, c'est génial. Et c'est à la suite de ça qu'on a commencé à travailler tous les trois, puis 4 et 5, et on a monté un vrai groupe. Et puis la suite s'est passée comme... On la connaît. Ah oui, hein, comme Ouais. on n'en espérait pas autant, mais c'était merveilleux, quoi. Alors, est-ce que tu as la nostalgie de cette époque, Richard? Parce que quand tu nous parles de ça, pour nos amis auditeurs, c'est de l'amour, t'as de l'amour plein les yeux, t'as des étoiles du rêve. Oui, c'est pas de la nostalgie, tu sais, des fois quand on devient un peu aigri parce que voilà, on regrette des choses. Moi, non seulement c'est une merveille, il était une fois dans ma vie, ça a été voilà, je te dis, je remercie le ciel tous les jours d'avoir fait ça, quoi. Non, c'est de la bonne nostalgie, si tu veux. Je l'ai fait, donc je suis ravi d'avoir traversé toutes ces années-là, avoir écrit toutes ces belles mélodies. Je crache pas dessus, bien au contraire, et je continue à chanter du Il était une fois sur scène. Voilà, hein, donc. Ouais, c'est sûr que les gens te demandent encore aujourd'hui, encore sur scène. Et ouais, j'ai encore rêvé d'elle en plus. Là, par contre, là, c'est pareil, quoi. On enregistre un album.
Et puis, il y avait cette chanson, J'ai encore rêvé d'elle, que moi, j'avais appelée Opéra. J'avais fait la maquette. Mes maquettes, je les faisais à la maison et je chantais en yaourt. Hein, c'est du faux anglais, parce que l'anglais et moi, ça fait deux. Ouais. Alors, donc, voilà, on appelle ça du yaourt. Je file la musique à Serge, qui fait un texte super beau. Voilà. Et on le met sur l'album. Et tout le monde se dit, la maison de disques et nous, c'est une très belle chanson, mais enfin, bon, c'est pas un tube, il n'y a pas de refrain. Ouais. Voilà, Joël, elle chante pas assez. Bon. Donc, on la met comme pour le fun dans l'album. Et la maison de disques commence la promotion sur un autre titre où Joël chantait seul, qui s'appelait Dis-moi comment tu t'appelles. Voilà. Dis-moi comment tu t'appelles, etc. Et en fin de compte, ben, encore une fois, c'est les radios, RMC, RTL, Europe 1, France Inter, qui étaient les 4 grandes radios à l'époque, qui nous ont dit, mais attendez, vous êtes fous, là, nous, on va jouer J'ai encore rêvé d'elle, hein, parce que pour nous, le tube, c'est celui-là. Hein. Ah bon? Et du coup, la maison de disques a tout arrêté sur le titre d'avant, et là, c'est parti, mais alors, grave. Et on s'y attendait pas du tout, quoi. Ça a été un carton très très vite, qu'on a été disque d'or en 15 jours. Enfin, c'était, on était demandé partout. Là, on a rencontré Joe Dassin, qui nous a pris sous son aile aussi. Il vous a pris sous son aile, c'est-à-dire... On est devenu vraiment très très amis avec lui, donc on tournait beaucoup. On a fait beaucoup de tournées avec lui, Carlos, Mort Schumann, on était la bande à Jojo, si tu veux, hein, c'était un peu ça. Il y a eu Claude Lemel qui, à l'époque, il est devenu un grand parolier après. Bon, mais au départ, il était chanteur, quoi. Donc, il s'est joint à la tournée et on passait des moments et des tournées extraordinaires avec eux. Là, c'était fabuleux, quoi. Ouais, ça devait être fabuleux. Ouais. Mais j'avais oublié de vous dire que le parrain qu'on a eu au tout début, la première télévision qu'on a faite, c'était avec Sacha Distel. Il y avait le Sacha Show à l'époque qui cartonnait. C'était la plus grosse émission de variété avec les Carpentiers. Voilà. Donc, il nous a pris, comme il était dans la maison de disques et il avait craqué sur nous et sur Joël aussi, bien sûr, il nous a parrainé. Il a annoncé, avant de nous présenter pour Chanter rien qu'un ciel, la première télé qu'on a faite. Voilà, j'ai rencontré des jeunes gens hyper sympathiques. Voilà, je peux dire que je suis leur parrain. Voilà, j'espère que vous les apprécierez. Et je leur souhaite une longue carrière. Et puis voilà, dès le lendemain de la première télé qu'on a eue, là, ça a démarré vraiment bien comme ça, quoi. Ok. Alors, à cette époque, tu as fait beaucoup de télé, vous avez fait beaucoup de télé. Alors, c'est qui, on va dire, ton meilleur moment, les animateurs, les gens qui t'ont le plus marqué, les chanteurs, les gens qui t'ont le plus marqué, parce que dans les années 75, on parlait quand même de Mike Brandt, Ringo, il y avait tous ces gens-là. Tu peux nous en parler ? C'est-à-dire qu'à l'époque, la télévision, il n'y avait pas 500 chaînes comme maintenant. Il n'y avait pas la TNT. Il y avait 3 chaînes à tout casser. On a commencé à faire des télés où c'était encore en noir et blanc, tu te rends compte ? Donc, il y avait les Carpentiers. Hein. On a été souvent invités par Joe Dassin, par Enrico Macias, voilà, on a fait notre numéro 1, nous aussi. Il y avait Guy Lux, évidemment, incontournable. Daniel Gilbert, tous les midis, qui nous adorait. Tous les 15 jours, on était à midi première avec elle. C'était dingue. Et puis toutes les grandes variétés où il y avait Jacques Martin qui présentait. Enfin bon, à l'époque, il y avait une audience incroyable parce que les gens, voilà, ils n'étaient pas submergés par tout ce qui se passe en ce moment. La télévision, c'était important. Une émission le samedi soir sur... c'était... à l'époque, c'était 10 millions de toute façon. C'était incroyable, quoi. La France entière était devant l'écran. Donc le lendemain, dans les magasins, les 45 tours, ça partait comme des petits pains, quoi. Et à l'époque, un disque d'or, c'était 500 000 exemplaires vendus, certifiés. Maintenant, un disque d'or, c'est 60 000. Hein, tu vois le genre, quoi, c'est le jour et la nuit avec avant, quoi. Donc, on a eu, je veux dire, c'était une époque absolument formidable. On était tout le temps en tournée. On a tourné 1 mois et demi avec Johnny. On a fait une tournée extraordinaire. Avec Carlos dans la tournée aussi. On a tourné avec Daniel Guichard, beaucoup avec Dassin, évidemment. On a fait des tournées tout seul. On a fait le podium européen pendant 3 mois et demi. On a fait 2 fois l'Olympia avec Adamo et Stoney Chardin. Et ensuite, en co-vedette avec Joe Dassin. Enfin... T'as connu les plus grands. mais c'était prodigieux, quoi. Puis on travaillait beaucoup en Suisse, en Belgique, tous les pays francophones. On est parti une fois au Japon, ça a bien marché aussi. Enfin, voilà, on était... Alors, le public, Richard, à l'époque, hein, parce que moi je suis un fan, donc, le public vous donnait une petite liaison avec Joël. On croyait que c'était toi qui étais avec Joël. C'est quand même incroyable parce que l'amalgame, enfin l'osmose était tellement bonne
sur scène, dans la chanson et tout. Et les gens se disaient, bon, bah voilà, ils sont ensemble dans la vie. Finalement, c'était pas ça. Même ma grand-mère Alors, était j'ai jamais réussi à lui faire croire que elle a jamais cru que j'étais pas avec Joël, quoi. Pour elle, c'était sûr, ça se voyait. Elle me dit, je te vois à la télé et tout, vous chantez l'amour ensemble, vous faites presque des bisous et tout, je suis sûr que tu es avec elle. Bah, je dis non, non, moi, son copain c'est Serge Collen, elle vivait avec lui, donc voilà, hein. Mais c'est vrai que nos deux voix s'accordaient merveilleusement bien, hein, et puis voilà, quoi, c'est tout, hein. C'était alors on jouait le jeu, et comme la presse People à l'époque, ça s'appelait pas comme ça, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait ici Paris, France Dimanche, et c'est tout, quoi. Tout cassé, ou Détective. Enfin, il n'y avait pas toute la presse People de maintenant, quoi. Eux entretenaient ce dilemme. Est-ce que Richard est vraiment avec Joël? Elle vient de quitter Serge pour Richard. Enfin, c'était des bêtises, hein, tout ça. Mais nous, on était d'accord, hein, qu'ils racontent des conneries. Mais ça faisait parler. ça faisait le buzz pour l'époque. Le mot buzz n'existait pas encore. Mais bon, et voilà, donc on jouait le jeu, quoi. Ouais, c'est ça qui est génial. Alors, quand vous avez le succès, alors, un carton plein, c'est toute la presse qui s'empare du phénomène. Il était une fois. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Richard? Tu dois te dire quand même, putain, mais là, je suis une star. Là, c'est des autographes de partout, je suppose. Oui, mais non, parce on a toujours su rester modeste dans la mesure où on avait connu des galères avec nos anciens groupes, hein. Ouais. On savait ce que c'était que de ramer, que de gagner 3 clopinettes pour jouer 3 heures. On était payé un sandwich et une bière, en gros, quoi. Enfin bon, on avait connu tellement de choses. On a eu tellement de mal à y arriver comme ça. Et puis c'était un tel miracle que ça soit aussi fort qu'on ne pouvait pas avoir la grosse tête. Ouais. On remerciait le ciel tous les jours des opportunités qu'on avait, quoi. Et comme on était une grosse bande de chouettes copains et que voilà, on s'est jamais pris pour des stars, enfin jamais, jamais, jamais. On a toujours été gentil avec notre public, il nous le rendait bien, quoi. Donc voilà, au contraire, on était heureux de faire tout ça, de partir en tournée toute l'année, de composer des chansons qui plaisaient aux gens. Voilà, que demander de plus, hein, franchement. Ouais, c'est vrai que Donc voilà. c'est vraiment génial, en tout cas. Alors, vous allez donc faire l'Olympia en 1977. Les tournées s'enchaînent, tu nous l'as dit, hein, un rythme vraiment effréné. Et le groupe finit par se séparer en 79. Et pourquoi cette séparation? Parce que ça marchait du tonnerre de Dieu. On peut pas. C'est un peu comme téléphone, ça. Ils se séparent comme ça. On se dit, mais c'est un gâchis terrible. Bah oui, c'était un gâchis dans la mesure où, oh là là là, comment vous dire ça? Serge n'aimait plus Joël, donc voilà. Et un jour, pendant la tournée Europe 1, justement, à Perros-Guirec, je me souviens très bien, on était dans une pension de famille, on était vachement bien, et on entend des hurlements dans la nuit, dans le parc devant l'hôtel, et on voit Joël qui court après quelqu'un, après une fille avec un couteau de cuisine. Ah ouais. Elle avait surpris Serge en train de rouler, je vais être vulgaire, hein, en train de rouler une pelle à une danseuse de Carlos. Ouais. C'est pas intelligent de sa part. Et donc voilà, voilà, donc du coup, ça a été d'un seul coup une brisure totale. Comme c'était le couple vedette du groupe, on va dire, et que c'était incompatible avec une rupture, hein, donc on a mis des années, 2 ans au moins, à essayer de recoller les morceaux. On est parti 1 mois aux États-Unis, dans le studio de Stevie Wonder, à côté de la Nouvelle-Orléans, à Bogalusa. C'est des musiciens américains, évidemment, qui jouaient à notre place, parce qu'on ne pouvait pas syndicalement jouer. Mais alors, des musiciens extraordinaires, hein. On a enregistré un album là-bas, sur lequel il y a Pomme, d'ailleurs, pour essayer de se remettre vraiment ensemble et de repartir sur des bonnes bases. Malheureusement, Joël a fait 2 tentatives de suicide là-bas, parce qu'elle était vraiment toujours très amoureuse de Serge. Donc, c'est devenu, au fil des mois, une vraie galère terrible, quoi. Il voyageait dans les voitures séparées. Enfin, il voulait plus voilà, ça finit. C'est vrai qu'on a presque du mal à le croire parce que tellement Joël était belle. Tellement, c'était vraiment une étoile. C'était une femme vraiment superbe. Donc, en plus, apparemment, c'était quelqu'un d'intègre, Joël, puisque de toute façon, oui, elle l'aimait vraiment, quoi. C'était vraiment un amour inconsidéré, inconsidérable. Bah oui, c'était son premier amour, hein. À 16 ans, elle est tombée follement amoureuse, et Serge aussi d'elle. Bon, ça a été vraiment le premier homme de sa vie et le seul, quoi. Elle en a eu d'autres, elle a essayé d'en avoir d'autres avant sa disparition. Malheureusement, ça, c'était pas aussi fort. Donc,
c'est ça qui a foutu le groupe en l'air en fin de compte, parce qu'on s'entendait plus, quoi. On n'avait plus la foi. Ça foutait tellement le souk cette histoire que c'était difficile à vivre, quoi. On partait en gala, on avait l'impression de partir à l'usine, quoi, au bagne, voilà. Hein. Il n'y a pas d'autres chanteurs par exemple, d'autres chanteurs que vous connaissiez comme Jodassin, tout ça, qui vous ont dit vous faites une connerie. Mais tout le monde nous l'a dit. Mais qu'est-ce que tu veux quand comme un couple ne s'aime plus? Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Oui. Ils n'allaient pas rester pour la façade ensemble. Mhm. Donc Serge, écoute, voilà, il a quitté Joël. Le groupe, à la fin, on voulait s'arrêter au départ une année, faire une année sabbatique ou deux, histoire de chacun faire ce qu'on avait envie de faire de notre côté. Donc on s'est séparés, évidemment, après la clé des cœurs. Ouais. C'est une chanson. En plus, c'est même pas une musique de moi, mais enfin tant pis. Et après ce dernier disque, on s'est arrêté en se disant on va reprendre dans 1 an ou 2, une fois qu'on aura fait ce qu'on voulait chacun de notre côté. Moi, j'ai enregistré un album tout seul chez Pathé Marconi, Serge Collen aussi, Joël également. Voilà, donc... On va y venir juste après une petite pause musicale. Voilà, d'accord. On va se faire une petite pause musicale, amis auditeurs. Vous êtes avec Richard De Witte, bien évidemment, leader du groupe Il était une fois. Eh bien, je vous propose d'écouter J'ai encore rêvé d'elle. C'est tout de suite, c'est maintenant. Bon appétit, excusez-moi si vous êtes à table. J'ai encore rêvé d'elle, c'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle, c'est mieux, elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps, bercé par ses je t'aime. Si je pouvais me réveiller à ses côtés, je savais où la trouver. Donnez-moi l'espoir, prêtez-moi un soir, une nuit juste pour elle et moi. Et demain matin, elle s'en ira. J'ai encore rêvé d'elle. Je rêve aussi. Je n'ai rien fait pour ça. J'ai mal dormi. Elle n'est pas vraiment belle. J'ai un peu froid. Elle est faite pour moi. Réveille-toi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Si je pouvais me réveiller à ses côtés, si je savais où la trouver, donnez-moi l'espoir, prêtez-moi un soir, une nuit juste pour elle et moi. Et demain, enfin je vais me réveiller à ses côtés. C'est sûr, je vais la retrouver. Donnez-moi un soir, laissez-moi y croire. Une vie, juste toi et moi. Et demain, tu seras là. RPL, 30 ans de radio libre, 30 ans de musique. RPL, l'autre radio.
peau jeune, ferme, douce et rayonnante. Bref, vous voulez une peau qui respire la santé. Solavie vous offre tout cela grâce aux vertus du colostrum qui restitue à la peau ce que le temps lui a pris. Solavie, de la nature vient la beauté. Totalement Star avec les produits Solavie. Justement, amis auditeurs, on a des cadeaux à vous offrir. Eh bien, des produits Solavie sont pour vous à condition de répondre à cette question. Si vous avez écouté l'émission la semaine dernière, vous avez découvert Billy Obam, chanteur. Eh bien, je vous demande où est né Billy Obam. Allez, c'est très facile. Où est né Billy Obam? Si vous avez la question, si vous nous avez écouté, eh bien, si vous trouvez la réponse, n'hésitez pas à vous rendre sur ma page Facebook, Dimitri Journaliste, et puis vous likez, vous commentez, bien évidemment, vous nous donnez la réponse et vous partagez, et le gagnant sera tiré au sort la semaine prochaine dans votre prochain Totalement Star. Allez, bonne chance à toutes et à tous. Totalement Star, j'adore. Vous êtes sur RPL 99 FM, c'était ce titre mythique, J'ai encore rêvé d'elle, que vous dansez encore dans toutes les discothèques en France et dans tous les baloches. C'est vrai que c'est indémodable, ça rentrera au Panthéon, ça, j'en suis sûr, non? Bah, ça fait partie déjà du patrimoine de la chanson française. Hein. Ça a été déclaré par la SACEM. Voilà, c'est une chanson qui... un peu comme Ne me quitte pas, ou je sais pas. Enfin, c'est un peu prétentieux ce que je dis, mais c'est vrai. Hein, c'est pas nous qui l'avons décidé, c'est comme ça. Ouais. Et elle a été composée quand même en 75, quoi. Ça fait 40 ans. Hein. On est en 2016 maintenant, 41 ans. Donc c'est extraordinaire. On s'attendait jamais à un succès comme ça. Si on nous avait dit ça à l'époque, on aurait dit bien sûr. Dans 40 ans, on passera encore nos chansons sur les radios et ça va pas la tête. Ouais. Et en fin de compte, si, quoi. Bon, bah, tant mieux, hein. Merci mon Dieu, tout ce que je peux dire. Hein. Ouais, c'est génial. Alors, en revenant sur cette époque, est-ce que tu as encore des anecdotes, des choses comme ça à nous raconter? Parce que... il y en a eu énormément, parce que, je dis, on était... à une époque, on faisait plus de 200 galas par an. Hein. C'est énorme. Tout le temps sur les routes, dans les avions, dans les trains, dans les... Enfin bon, et entre-temps, moi, quand on rentrait, il fallait que je compose des nouvelles chansons pour enregistrer un album ou un 45 tours. Enfin bon, on n'arrêtait pas, quoi. C'était... à la limite, au bout de 8 ans, on était vraiment fatigués. Il fallait qu'on s'arrête quand même. Même s'il n'y avait pas eu cette histoire avec Joël et Serge, on avait envie de s'arrêter, quoi, de souffler un peu, de dire bon, ça va, quoi. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Les anecdotes, si tu avais des... les anecdotes, il y en a eu tellement. Quand on est parti en tournée avec Johnny, par exemple, au début de la tournée, il avait acheté une Rolls-Royce décapotable, blanche, une merveille, une Phantom 5 ou je sais plus trop quoi. À la fin de la tournée, c'était une ruine. Parce que... Voilà, à l'époque, il picolait beaucoup, Johnny. Il fumait beaucoup. Il y avait Carlos dans la tournée qui était un fêtard aussi, pas possible. Donc, c'est ma fille. Ouais, enchanté. Voilà. Et donc, Johnny, après le spectacle, il sortait en boîte. Moi, j'ai essayé 2 jours, c'était pas possible, quoi. Après, j'allais me coucher, parce que c'était dingue. Jusqu'à 8h du matin, il sortait des boîtes avec sa Rolls, il rentrait dans les bagnoles, il se mangeait les trottoirs. Enfin, la Rolls, c'était... une poubelle à la fin de la tournée au bout d'un mois et demi, voilà. Donc ça nous faisait rire, quoi. Ouais, c'est incroyable. En tout cas, c'est des sacrés souvenirs. Alors, maintenant, Joël sort son premier album en 80, je crois, c'est ça, hein? Ouais. Alors que c'était Aime-moi, d'ailleurs, le titre, et elle décède. Donc, tu l'apprends comment? Alors déjà, elle avait fait un album qui avait un petit peu marché. Bon, moi à l'époque, j'ai enregistré une chanson qui s'appelait Elle aimait le Sud, avec dont le texte est signé Barbelivien, qui a bien marché pour moi. J'ai fait un disque d'or avec ce titre-là. Oui. Et Joël, bon, son album, le public était un peu désarçonné, quoi, parce qu'elle avait changé de coupe de cheveux, elle chantait pas du tout les mêmes choses. Il y avait vraiment pas de tube dans son album, il faut l'avouer, quoi. Donc ensuite, elle a fait 2 singles. Et puis elle avait une malformation cardiaque de naissance que elle-même ignorait. Alors la presse, quand elle a disparu, s'est empressée de dire qu'elle était morte d'une overdose, ce qui est complètement faux, puisque après son décès, il y a eu une autopsie, il n'y avait aucune trace de drogue dans son corps, hein, ça c'est clair, ça a été prouvé, écrit. Donc voilà, Joël est morte d'une bronchite mal soignée. C'est sa sœur Katia qui m'a expliqué. À l'époque, elle vivait avec elle avait quitté New York pour venir vivre avec Joël, qui n'allait pas très bien.
C'était en 82 donc. Hein. Et le 15 mai 82, Joël s'est étouffé dans la nuit, dans son sommeil. Sa sœur n'était pas là, elle était toute seule. Et voilà, 6 heures après, on l'a découvert. Voilà. Et c'est toi qui l'as découvert ou non? Non, voilà. Non. Le matin même, Mm. Europe 1 m'appelle en me disant voilà, on a appris, on espère que c'est qu'une rumeur, que c'est pas vrai, mais il paraît que Joël, est morte, enfin voilà, dans la nuit. Franchement, j'ai eu le sol qui s'est dérobé sous mes pieds. J'ai attends, c'est. Alors on me dit si on vous rappelle pas à 13h, c'est que c'est une rumeur, c'est faux, c'est une blague. Et en fin de compte, ils m'ont rappelé en plein journal sur Europe 1. Mon Dieu, c'était terrible, hein, terrible. Quand j'y repense encore là. Et tu disais que, Richard, et c'est vrai que quand on arrive chez toi, ici, il y a son poster, il y a des cadres, c'est un peu ton ange protecteur. T'es pas montée à l'étage, mais elle est partout. Hein, elle est près de mon lit. Bah oui, parce que moi, depuis le temps, je la considère. On me l'a dit en plus. J'ai connu quelques voyantes, on va dire, entre guillemets, mais qui m'ont dit des choses très, très justes en plus. Et qui m'ont toujours dit mais ton ange gardien, c'est Joël, il n'y a pas de problème, on le sait, c'est évident et tout. Donc, voilà, moi je lui parle, hein, Joël, carrément. Hein, elle est enterrée au cimetière de Montparnasse à Paris. Et j'y vais relativement souvent. Et il y a des fans qui sont des inconditionnels sur Facebook qui ont créé des sites sur Joël. Il y en a plusieurs. Hein. Et voilà, des inconditionnels qui viennent pratiquement tous les jours sur la tombe de Joël, entretenir la tombe, rajouter des fleurs, des petits bibelots, c'est vachement gentil, quoi. Et au moins 1 ou 2 fois par an, on se réunit autour de sa tombe, on est des fois 20, des fois on est 50, enfin, c'est vachement émouvant, quoi. Et donc, ça fait vachement plaisir. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable, c'est fantastique. Alors, cette fois-ci, elle est décédée, le groupe est bien fini. Il n'y aura jamais plus. Il était une fois. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et puisqu'il n'y aura jamais de comeback, il y aura jamais de. Alors les Français l'attendaient. Bah oui, alors voilà, Patrick Sébastien nous avait aidé à remonter le groupe. C'était lors d'une de ces émissions hyper regardées là. Et c'était comment elle s'appelait qui a remplacé Joël le temps d'une émission, quoi. Mais bon, c'était pas ça. Hein. Et c'est comme si les Stones perdaient Mick Jagger, quoi. C'est pas possible. Hein. Donc, dans les années 80, comme c'était l'époque du disco, il était une fois était devenu has-been, complètement ringard, quoi. Genre au secours. Et grâce, dans les années 90, à notre ami Yves Bigot, un ami d'enfance, on va dire, qui était directeur des programmes de France 2 à l'époque, ou ça s'appelait comme ça, ou Antenne 2, voilà. Ouais, lui, il comprenait pas. Pour lui, il était une fois, c'était extraordinaire. Donc, il a persuadé la maison de disques de sortir une vraie compilation avec beaucoup de pubs à la télé, ce qui a été fait. Et évidemment, très très vite, on a été disque d'or, double disque de platine et magie. C'est clair. On a dû ressortir un second volume parce qu'il y avait tellement de demandes que même l'usine qui pressait les disques n'arrivait pas à assurer, quoi. Donc, ça a été un miracle total, quoi. Et là, on est devenu, comment dire, culte. On va dire ça comme ça. Hein. Mais, alors que 10 ans auparavant, on était ringard. Bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Et puis, c'est reparti. Du coup, moi, comme je suis le seul qui ait continué à chanter les chansons du groupe, eh ben, on m'a beaucoup demandé. Et, avec grand plaisir, j'ai fait la tournée Ashton, notamment en 2008-2009, tout ça. Bon. Ouais, ça, c'est génial, ça. Alors, dernière anecdote. Tu as parlé tout à l'heure que tu lui parlais, tu avais été voir des médiums. Ça se passe comment? Il y a peut-être quelque chose qu'on ne sait pas, une anecdote ou est-ce que tu crois vraiment à l'au-delà? Moi, je suis très croyant, donc voilà, ça se commande pas, on l'a en soi ou pas, la foi. Bon, c'est vrai que Dieu m'a beaucoup aidé dans ma vie. Hein, quand j'étais très très mal, j'ai eu des périodes vraiment très dures, comme plein de gens. Hein. Je me suis réfugié dans la prière et j'ai demandé à Dieu de m'aider. Il m'a aidé, évidemment. Et Joël, ça s'explique pas, quoi. Je le ressens intérieurement. Je sais qu'elle est là quelque part. Quand je chante, j'ai encore rêvé d'elle n'importe où, n'importe quand. Je sens sa présence là, même si c'est pas explicable avec des mots, quoi. Voilà. Et je veux croire qu'elle
qu'elle est avec moi tout le temps, quoi. Voilà, c'est tout. Je peux pas le raconter. C'est une sensation intime difficilement explicable. Hein, c'est comme ça. Ouais. Et si je te disais qu'elle est avec nous? Parce que moi aussi, je crois en Dieu. Et moi aussi, je crois en l'au-delà. Et il se passe quelque chose, encore une fois, dans cette interview, chez toi, Richard. Et c'est absolument incroyable. Alors, le temps passe. Tu nous l'as dit tout à l'heure. Tu as participé à la tournée Âge tendre et Tête de bois. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je suis sûr que quand on annonce, l'animateur arrive, Richard de Witt, il était une fois, c'est un truc de fou, quoi. Parce que les gens répondent encore présents. C'est-à-dire que c'était la 3e édition en 2008, hein, donc on était quand même 17 artistes, hein, puis il n'y avait que des pointures, hein, entre Juvet, Stoney Chardin, Richard Anthony, Marcel Amont, Annie Cordy, enfin j'en passe, c'est les meilleurs. Moi, il y a Barzotti, enfin c'était un plateau absolument unique. Le spectacle durait 4 heures. C'était Denise Fabre qui présentait le spectacle. Donc, elle faisait une introduction pour me présenter absolument géniale. On peut retrouver ça facilement sur YouTube maintenant. Puis ça se passait tellement bien. Et la choriste qui m'accompagnait, qui faisait Joël, si tu veux, hein, elle chantait merveilleusement bien, quoi. C'était extraordinaire. On faisait un duo et Joël était sur l'écran géant derrière nous, là. Elle chantait avec nous. Enfin, elle était censée être présente, quoi. Voilà. Non, c'était vachement émouvant, hein. Et après, à l'entracte, on dédicaçait et tous les gens me disaient, mais vous m'avez fait pleurer et tout, pas savoir. Des hommes, des femmes et tout, mais tout le monde chialait, hein, sur J'ai encore rêvé d'elle, parce qu'il se passait vraiment un truc unique, quoi. Pendant plus de 60 dates, on a fait matinée et soirée, hein, ça fait plus de 120 spectacles, hein. C'était toujours la même chose. Incroyable. Hein. Et là, il y a des tournées de prévues. Est-ce que tu vas reprendre un peu la route ou... J'étais pressenti pour faire la tournée Âge tendre 10e anniversaire. Là, bon, puis ça se fait pas parce que je sais pas, ils ont déjà tous les artistes qu'ils veulent. La promo commence aujourd'hui. Christophe de Chavannes est un des actionnaires de la tournée. Il fait une conférence de presse aujourd'hui il a invité toute la presse, là, je pense. Donc, apparemment, je suis pas dedans. C'est pas grave. Moi, j'arrive à me débrouiller, à faire des dates quand même. Moi, je mets Il était une fois. Je mets Richard de Witt, Joël. Je le mets à la même égalité qu'un Mike Brandt à l'époque, qui a eu un succès inouï, fulgurant. Non, mais moi, je cache pas que en 2015, là, j'ai eu quelques petits ennuis avec la justice, on va dire. On m'a accusé de trucs que je n'avais pas commis, mais bon, j'ai été pris dans une espèce de... Non, c'est même pas un tourbillon, c'est une espèce de je sais pas, une cabale, comment dire... voilà, j'ai été vraiment pris dans une espèce de tourmente. Et du coup, on me renvoie ça tout le temps dans les dents, quoi. Donc, à cause de ça, les organisateurs de la tournée Âge tendre ont des doutes. Ils ont peur parce que ma réputation et ci et ça, et là, ils veulent attendre que tout se calme et que bon. Alors donc, cette année, je la ferai pas parce que si c'est pour qu'on me mette à l'écart et tout ça, c'est pas la peine, quoi. Donc, moi, je vais parler en faveur des gens du Nord. Parce que le Nord, on est comme ça. Si tu fais pas Âge tendre et Tête de bois, honnêtement, franchement, Richard, ce serait vraiment un grand plaisir que tu viennes dans le Nord. Parce qu'on t'accueillerait vraiment, vraiment, vraiment les bras ouverts. Alors, j'étais vraiment pressenti par Pierre-Nicolas Clairé, qui est c'est lui qui a racheté Âge tendre avec Yves Gentelet, tous les deux sont les inventeurs de la tournée RFM 80 et toutes les années 80, là. Ça cartonne et puis ça continue à cartonner, hein. Lui, il veut vraiment que je rentre dans la tournée, mais il y a des gens qui font obstacle, qui barrage. Je citerai pas de nom, mais quelqu'un qui est actionnaire dans la tournée, qui a des doutes sur moi et qui veut pas d'embrouille, qui veut que ce soit hyper clair et tout. Donc tant pis, c'est pas grave, je la ferai l'année d'après ou je sais pas. Ouais, non, mais un artiste, vous savez, puis il y a les journalistes et puis un artiste, et vous n'êtes pas le seul dans le cas là. Je crois que vous êtes des cibles tellement faciles et tellement... voilà, parce qu'un artiste, on sait très bien comment il est. Un artiste, il vit avec ses rêves, avec son âme. Moi, je suis tombé dans une espèce de piège. Parce que j'ai un peu agi comme un ado débile sur Internet. Je faisais des dialogues avec des meufs, je ne savais même pas qui c'était. Enfin bon, j'ai déconné. Mais du coup, les gendarmes m'ont tendu un piège, quoi. Et je me suis rendu à un rendez-vous où j'aurais jamais dû aller. Et du coup,
ça a été un déferlement judiciaire et policier absolument incroyable. Hein. J'ai un nouvel avocat depuis quelque temps là, qui veut carrément faire attaquer l'État pour harcèlement judiciaire et policier à mon encontre. Quoi. Moi, je sais ce que j'ai fait et j'ai pas fait. J'ai jamais touché à une mineure de ma vie, c'est clair. Mais j'ai merdé, j'ai déconné. Voilà, je croyais que Internet, c'était une cour de récréation. Et bon, voilà. Et bon, la justice, même si on fait que dialoguer, pour eux, c'est comme si on était passé à l'acte. Donc, j'ai été condamné, en comparution immédiate, je peux l'avouer. Hein, moi, j'ai rien à me reprocher, je sais ce que j'ai fait et pas fait. Voilà, donc je suis tombé sur une juge qui était une ancienne juge d'application des peines qui voulait absolument se faire un people. C'est ce que l'avocate commise d'office que j'ai eue à l'époque, la pauvre... Elle a connu mon dossier 1 heure avant l'audience, donc elle a fait ce qu'elle a pu. Mais du coup, la juge, j'ai fait 3 semaines de prison ferme à Dijon. J'ai eu une mise à l'épreuve de 2 ans, des choses comme ça, quoi. Puis il y avait obligation de soins, comme si j'étais un vrai pédophile, quoi. Bon, c'est épouvantable, quoi, ce qui m'est arrivé. Hein. Alors, ce qui est dingue, c'est que finalement, derrière l'ordinateur, tu discutes avec finalement un flic, quoi, un gendarme. C'est une histoire complètement abracadabrantesque, comme dirait Jacques Chirac. Mais bon, et moi, je suis tombé dans ce panneau là. Alors, je savais pas que c'était des gendarmes au bout, évidemment. Là, moi, je dialoguais avec une fille qui avait 20 ans au départ, et de semaine en semaine, après, elle avait 18 ans, après 15 ans, après 12 ans. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette connerie, enfin. Et moi, je suis curieux, je suis Gémeaux, ascendant Gémeaux. En plus, moi, j'aime bien aller au fond des choses, savoir à qui j'ai affaire et pourquoi et comment. Et par curiosité. Je suis allé à ce rendez-vous où j'aurais jamais dû aller. Les gendarmes m'avaient envoyé une photo d'une fille qui était soi-disant elle. Bon, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Donc, je suis allé pour en avoir le cœur net, sans aucune intention de sauter sur une gamine de 12 ans, ça va pas, non? Donc, voilà. Et bien sûr, qui m'attendait? Les flics. Alors là, j'étais Ben Laden, là, en pleine rue. Alors, fouille au corps, 3 voitures de flics avec les gyrophares et tout le bordel. Et vas-y, tout de suite, en garde à vue. Pendant 2 jours, ils m'ont cuisiné. Ils voulaient vraiment me faire dire des trucs qui n'existaient pas, quoi. Enfin, voilà. Donc j'ai ensuite comparution immédiate. La presse People, il y avait des témoins dans le public au tribunal. Tout de suite, ils ont appelé la presse People qui en ont fait des kilos, des tonnes sur moi. Et voilà, je suis devenu une espèce de bête noire, une espèce de malade. Et ça m'a fait un tort considérable dans mon métier déjà, parce que j'étais blacklisté par plein de gens, hein, je l'avoue. Et puis... voilà, ma famille m'a toujours soutenu. Celle qui a morflé le plus dans tout ça, c'est ma fille, hein, parce que la pauvre, elle a eu l'impression que je l'abandonnais, quoi. Moi, c'était je suis tombé dans une espèce de piège, on peut le dire comme ça, hein, un guet-apens. Je le prends pas autrement. Hein. Moi, j'ai jamais violé personne de ma vie. Donc voilà. Donc la presse People en a fait des kilos, et vas-y que je t'en rajoute et tout, même les radios, même Cyril Hanouna, c'était épouvantable, quoi, ce qui m'arrivait sur la tronche là, comme si j'étais Marc Dutroux, quoi, ou je sais pas trop qui. Enfin, c'est monstrueux. Enfin, de toute façon, moi, Richard, je te le dis honnêtement, je suis devant toi, j'ai devant moi un homme intègre, un homme avec une âme, un homme gentil et quelqu'un d'exceptionnel. Moi, je te le dis, Richard. C'est gentil, voilà, mais va convaincre une juge d'application des peines. En plus, l'avocat général, c'était une peau de vache. Lui, il m'a dit carrément, ouvertement à l'audience, je veux briser votre carrière, monsieur De Witt. Vraiment, moi, j'étais complètement anéanti. Ça faisait 2 jours en garde à vue où je dormais pas, où j'étais halluciné. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar, mais un truc, mais comme si j'étais un dangereux terroriste ou un malade total, quoi. Donc, ils ont réussi, voilà. Mon avocate m'a dit, monsieur De Witt, parce qu'au départ, elle me disait, à mon avis, monsieur De Witt, ce soir, vous êtes chez vous, c'est que du virtuel, c'est pas grave. Voilà, vous aurez peut-être un rappel à la loi. Ou des trucs. Et du coup, quand elle a su qui était la présidente du tribunal, elle m'a dit, oh là là, on est mal barré là. Je la connais, cette présidente du tribunal là. C'est une vieille peau, elle veut vraiment se faire un people depuis des années, et vous êtes la cible idéale. Elle me dit ça juste avant de rentrer dans le tribunal. Enfin bon, au secours. Et du coup, alors les gens en ont rajouté, et puis on dit, il n'y a jamais de fumée sans feu, et puis alors, c'est voilà. Bon, alors heureusement que j'ai la foi et que vraiment le nombre de fois où je suis allé à Nemours, à la cathédrale, qui est pas très loin d'ici, demander à Dieu de m'aider, quoi, parce que c'est pas possible de tomber dans un truc pareil, quoi. Il t'a aidé jusqu'aujourd'hui. Mais je sais pas, mais bon, en tout cas, la tournée à Tendre, à cause de ça,
mais interdite en ce moment parce qu'ils ont peur des candidatons, si on fait l'émission chez Drucker et tout ça, tu te rends compte, l'image de DeWitt. Bon, bah ok, d'accord. Voilà, je suis un paria. Mais non. D'accord. Mais non, Richard. Ok. Mais non. On va revenir cette fois-ci sur les gens que tu as connus. Serge, bien évidemment. Ton ami est venu te dire au revoir certainement, ou t'as téléphoné avant de décéder. Il décide d'arrêter son traitement. Alors, tu réagis comment? Parce que là, c'est la fin, quoi. Bah oui, de Serge, on s'est connus, il avait 1 an de moins que moi, on s'est connus en colonie de vacances. Moi, j'avais 6 ans, et lui, ou 7 ans, et lui 6. Enfin bon, voilà. On s'est toujours côtoyés, on a été dans les mêmes écoles, on a commencé à faire de la musique ensemble. C'était vraiment mon ami d'enfance, j'en ai pas eu d'autres. Et donc, ce cancer est arrivé parce que c'est vrai que toute sa vie, il n'a pas été léger sur l'alcool et sur la cigarette, quoi. Vraiment, voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça, hein. Et donc, un cancer, un double cancer, le même que Delpech, hein. Double cancer de la gorge et de la bouche, c'est déclaré. Donc, ils lui ont greffé un palais en plastique. Enfin, il a fait une chimiothérapie, des rayons. Et au bout d'un certain temps, ça s'était complètement calmé. Il n'y avait aucun métastase, hein. Le cancer avait disparu, quoi. Bon. Et il travaillait avec un orthophoniste. Il reprenait goût à la vie. Enfin, tout ça. Donc, on s'est dit, oh là, merci mon Dieu, c'est presque un miracle. Et malheureusement, boum, d'un seul coup, le cancer est revenu en force, genre de cancer généralisé, absolument incurable. Et donc, il a pas voulu qu'on continue, quoi, à s'acharner sur lui, parce que c'était vraiment très, très dur. Et il s'est éteint. Voilà, ça a été un coup dur pour tout le monde, hein. On s'y attendait, mais voilà, c'était entre Joël et lui. Bon, c'est vrai qu'il reste plus grand monde dans le groupe. Est-ce que tu te sens pas orphelin, là, en ce moment? Évidemment que si, évidemment que si. Donc, il a été incinéré à côté d'Alès, là. Il y avait un monde fou dans l'église, là. C'était... Claude Demel est descendu exprès de Paris, lui a fait un hommage. Mais alors, c'était tellement émouvant, tout le monde pleurait. Enfin, c'était... Mon Dieu, mon Dieu. Moi, j'étais en plein, je sortais là, presque de prison, on va dire, hein. C'était... ouais, c'était fort, fort. Et donc, voilà, moi, Serge, il est dans mon cœur, comme Joël est dans mon cœur. Et voilà, on a été plus que des amis, on a collaboré ensemble, on a été vraiment très, très imbriqués l'un avec l'autre. Voilà, donc je lui parle aussi de temps en temps, le soir, quand je prie. Je pense à Serge, évidemment, à Joël, évidemment. Voilà. Eh ouais. Alors, maintenant... Tu vas avoir des projets, tu as des projets, tu te balades quand même un peu partout en France, dans les salles, on te demande, parce que Il était une fois n'est pas mort. Ah non, mais non, absolument. Bah oui, bon, j'ai la chance sur Facebook de me faire plein d'amis, mais en plus, ça me sert un peu de vitrine, si tu veux, hein. Je mets toute mon actualité, les clips que je retrouve sur YouTube, il y en a plein sur Les Titres une fois, sur Richard DeWitt, enfin, c'est absolument génial pour ça. Mais donc, je me suis fait des nouveaux amis, hein, et des gens qui commencent à me faire tourner, qui veulent pas savoir ce qui s'est passé avant. Pour moi, ils y croient pas une seconde en plus. Donc, voilà, petit à petit, je reprends du poil de la bête. Je travaille avec un monsieur qui s'appelle Éric Bussière, qui est le producteur des Forbans, qui travaille beaucoup avec Jean-Luc Lahaye et tout. Donc là, j'ai des dates avec eux, là, bientôt. Et puis d'autres gens aussi, avec qui j'ai des projets. Non seulement les projets, mais déjà les gars à signer. Petit à petit, ça reprend du poil de la bête, quoi. Voilà, bon. Bah oui. C'est dingue, parce que plus je te regarde, Richard, plus je te vois encore au piano. Tu sais, chanter... J'ai encore rêvé d'elle. T'as les mêmes yeux, t'as gardé le même, t'as le même faciès. T'as pas vieilli, t'as pas beaucoup vieilli. Aussi quand même un petit peu quand même. Là, je suis très fatigué. Là, ma fille avait la crève là, donc ça fait quelques jours que je dors pas bien. Et puis la semaine dernière, j'ai remplacé le batteur dans un groupe de country rock au Cosimo Parnasse. Ça m'a fait un bien fou. J'ai rien perdu de la batterie. J'adore ça toujours, hein. Je suis batteur au départ, donc on s'est couché vraiment tard. On a fait un concert de 2 heures là. C'était vachement bien. Et la chanteuse du groupe. C'est la marraine de ma fille en plus, donc c'était vachement bien. Et j'ai pas récupéré depuis, parce que moi je vous signale que je vais sur mes 70 ans là quand même. Là, au mois de juin, j'ai 70 ballets. C'est vrai que
je suis moins en forme qu'à 30 ans, quoi, c'est clair. Ouais, hein. c'est sûr. Ouais. Mais Donc, tu les ferais pas. Bon, ok, d'accord. Ah, mais ça, c'est vrai. Alors, maintenant, qu'est-ce qui fait courir Richard de Witt aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait courir? Parce qu'il me fait courir, rien ne me fait courir. Enfin, moi, je vis, on va dire, sur mes acquis. Hein, et je suis même étonné qu'après tant de décennies, ça continue à fonctionner comme ça, quoi. Je suis très fier de ce que j'ai fait, ça, je l'avoue, sans prétention. Tu peux l'être. Hein. Je fais confiance aux gens qui me font confiance, quoi, c'est tout. Hein, et moi, j'aime bien être sur scène, j'aime bien communiquer avec les gens, leur parler, les faire rigoler et leur donner un peu de bonheur si c'est possible. Donc, ils me le rendent bien. Voilà, rien de plus. Hein. Moi, j'ai arrêté de composer là parce que j'ai fait 2 albums à la suite qui ne sont jamais sortis. Ça m'a un peu dégoûté, quoi. Et comme j'ai pas besoin de ça pour vivre, je gagne suffisamment bien ma vie avec mes droits d'auteur, mes retraites et tout ça. Donc, tant pis, je suis pas prêt de recomposer, quoi. Je suis un peu démotivé à ce niveau-là. Donc, ça reviendra peut-être, je sais pas. Mais pour l'instant, moi, je veux faire de la scène surtout et être bien avec les gens et puis partager avec le public. C'est tout ce qui m'intéresse pour l'instant. D'accord. Ok. Alors maintenant, pour clore cette interview exceptionnelle, je vais te demander, alors, de te retourner, enfin, tu restes hein, en face de moi, mais je vais te demander de fermer les yeux. Tu fermes les yeux et tu vas voir la vie défiler devant toi. Toute ta vie va défiler devant toi. Alors on se concentre. Alors, on ferme les yeux. Toute ta vie défile devant toi. Comme si tu allais t'éteindre. À quel moment tu dis stop? Quelle photo te vient dans la tête, là, maintenant? Bah, curieusement ou pas, j'ai eu le malheur de perdre mon papa dans un accident de voiture quand j'avais 17 ans. Ma mère a failli y passer aussi parce qu'elle était en vacances. Je devais partir avec mes parents cette année-là, avec eux, en Auvergne. Mon père avait une traction Citroën. Là, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de ceinture de sécurité, encore moins d'airbag. Et il a raté un virage, il s'est mangé un platane, quoi. Il a été tué sur le coup. Moi, j'étais parti avec des copains à l'île d'Oléron. Première fois que je partais en vacances, parce que d'habitude, je partais avec les curés, j'étais à la jeunesse ouvrière chrétienne et tout ça. Bon, on s'éclatait comme des malades, c'était vachement bien. Et puis à 17 ans, j'avais déjà commencé à faire des groupes avec Serge, les Beatles, tout ça. Et boum, patatras, je rentre de l'île d'Oléron, il y avait le curé qui m'attendait sur le quai de la gare de Colombes et qui m'annonce cette nouvelle épouvantable, quoi, épouvantable. Là, c'était vraiment la période la plus noire de ma vie. Et c'est ce qui me revient en premier, quoi. J'ai perdu mon papa. Ma maman a survécu. Elle est restée 4 mois à l'hôpital de Saint-Flour. Les médecins ne savaient pas s'ils allaient la sauver ou pas. En fin de compte, elle avait tellement la foi, ma mère. C'est une sainte, hein, ma petite maman, si tu m'entends. Elle s'est accrochée à la vie. Et en fin de compte, elle est malheureusement morte d'un cancer généralisé à 92 ans. Son rêve, c'était de rejoindre mon père là-haut, au paradis, quoi, parce que c'était le seul homme de sa vie. Bon, voilà. C'est une période de ma vie vraiment où j'ai habité chez mon oncle, chez ma tante. On allait à Saint-Flour tous les week-ends. Enfin, c'était au secours. Voir ma mère qui était entre la vie et la mort. Enfin, mon père qui était enterré à Colombes. C'était terrible, terrible. Ensuite, ma mère est revenue. Elle avait une rééducation très très longue, donc j'ai continué à vivre avec elle, à habiter avec elle à Colombes jusqu'à l'âge de 23 ans. Et quand elle était beaucoup mieux, le groupe une fois, elle était déjà bien démarré là. Voilà, j'ai habité au Courbevoie ensuite, et puis c'est parti. Elle était hyper fière de moi. Et c'était voilà. Voilà. Et ben, ça sera avec un sourire pour le mot de la fin. Merci Richard. Et on a été très contents, hein, très fiers de t'avoir pour nous dans Totalement 80. Merci de nous avoir reçus chez toi. C'est vraiment super sympa, un bel endroit, hein, qui te ressemble. Voilà le petit mot de la fin, si tu veux. Écoutez, déjà, je voudrais que Joëlle ne soit jamais oubliée, quoi, qu'elle reste présente parce qu'elle le mérite bien. C'était vraiment quelqu'un de bien, quoi, qui... donc, j'espère que dans 10 ans, et même plus, on parlera encore d'Il était une fois. Peut-être que je serai plus là, je ne sais pas.
Mais voilà, mon souhait, c'est que ça s'arrête jamais, quoi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour Totalement Star. C'était Richard David du groupe Il était une fois. Allez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous pour Totalement Star. Vous le savez, notez-le dans vos agendas. Totalement Star de 12h à 13h tous les mardis. Allez, en attendant, je vous demande de faire très très attention à vous. On se retrouve demain déjà pour Totalement 80, 16h-17h. Faites attention à vous. Salut.